Merci beaucoup, Jacques, pour votre intervention. Pour enchaîner, nous allons inviter le professeur François Starck à nous présenter donc une conférence, enfin un point un petit peu particulier qui s'articule assez bien avec une des conférences inaugurales présentées hier sur la liberté d'enseigner. Le professeur François Starck est professeur d'anesthésie-réanimation à l'Université de Bordeaux et il s'intéresse depuis un certain nombre d'années aux pratiques de soins non conventionnels, on l'a évoqué hier, et à certains aspects des médecines alternatives et complémentaires. Et il est co-responsable au CHU de Bordeaux de l'Institut de médecine intégrative et complémentaire, l'IMIC, et également, depuis 2-3 ans, co-responsable d'enseignements qui sont optionnels et proposés aux étudiants en deuxième cycle des études de santé, d'une part en 4e année autour de la médecine intégrative, de la médecine, pardon, pas intégrative, la médecine narrative, pardon, et aussi en 5e année autour de l'hypnose, je crois. Donc là, aujourd'hui, il va nous parler de pleine conscience, de méditation pleine conscience, et de comment se libérer pour mieux former avec la pleine conscience. Merci François. Merci Patrick. Je remercie d'abord les organisateurs de ce congrès de m'avoir convié à y participer, et en particulier Julien, Cathy et toute l'équipe du CESU 33. Alors la demande, je vais enlever mon masque, ça sera quand même beaucoup plus agréable. La demande était ambitieuse avec ce titre-là, se libérer pour mieux former. Vous verrez, je vais être beaucoup plus modeste et j'aimerais vous faire découvrir, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas ce type de pratique, ce qu'est la méditation de pleine conscience et puis surtout les apports possibles dans le domaine de la santé et de l'enseignement en particulier. Alors tout d'abord, méditation de pleine conscience, on parle de méditation. Alors derrière ce mot recouvre des tas et des tas de choses et des pratiques aussi anciennes que diverses. Pour certains, la méditation va rappeler un certain nombre de pratiques spirituelles et bien sûr le bouddhisme, plus de 2500 ans. Il y a eu, à partir des années 50, 60, l'intégration de ces pratiques dans le champ du développement personnel. Vous avez ici les Beatles, qui étaient des adeptes et avaient des tas de pratiques dérivées comme la méditation transcendantale. Ce dont on parle, nous, aujourd'hui, sont des pratiques qui ont été validées avec un certain nombre de travaux cliniques, validées sur le plan neurobiologique, et c'est vraiment à partir des années 80, 90, avec les progrès notamment de la neuroimagerie, que l'on a commencé à comprendre ce qui se passait dans le cerveau des méditants. Alors, j'aime bien revenir sur la racine de ce mot méditation. Et ce mot méditation a la même racine que médecine, médecin, remède. On revient au latin à meditare. Et vous avez deux aspects. Medere, qui vraiment a donné toutes les racines médicales, et puis meditari, qui est plutôt s'exercer, réfléchir, penser. Vous pouvez vous rappeler les méditations de Descartes. En sanskrit et dans les pratiques orientales, le terme pour méditation, c'est bhavana, et c'est plutôt cultiver, développer. Et on retrouve cette notion de développement personnel, de cultiver, vous verrez, de prendre soin de soi. C'est vraiment ce qu'il y a derrière cette pratique de la méditation. Méditation, et puis on parle, nous, de méditation de pleine conscience. Alors, qu'est-ce que c'est cette pleine conscience? Le terme anglais, c'est mindfulness. Ça a été traduit en français par pleine conscience. C'est peut-être pas la meilleure traduction, mais on retient cette traduction. On aurait pu le traduire par pleine présence ou pleine attention. Alors, il y a un effet de mode autour de la mindfulness. Si hier, j'ai mis à jour ma diapo, j'ai tapé sur Google mindfulness, on est la dernière fois, j'étais à 800 millions. Là, on est à 1,710 milliard résultats
sur Google avec ce terme. Si vous allez sur notre base de données médicale Medline, si vous tapez mindfulness, hier, il y avait 21 000 publications ou références à ce type de pratique. Alors là aussi, faire attention à ces effets de mode. Si vous allez dans les bonnes librairies à Bordeaux comme ailleurs, et vous verrez, il y a des rayons entiers. Et vous avez d'ailleurs ce week-end, juste à côté, au Palais des Congrès, un salon du bien-être. Et vous avez des tas d'ouvrages qui existent autour de la pratique méditative. Vous connaissez également des applications comme Petit Bambou, qui a été lauréat des applications là, sur smartphone. Il y a eu une enquête d'ailleurs l'an dernier, fin 2020, après les premiers confinements, réalisée d'ailleurs par l'équipe de Petit Bambou, qui montrait que, c'est ce que les Français déclaraient, un Français sur 5 déclarait avoir une pratique de méditation, de yoga, et pour plus d'un tiers d'entre eux, ils avaient découvert ces pratiques justement au cours du premier confinement. Hop, voilà. Alors, en pratique, c'est quoi cette pleine conscience, cette mindfulness? C'est tout simplement être présent à l'expérience du moment que nous sommes en train de vivre. Être présent, mais sans filtre. Et vous verrez, j'en reviens à se libérer, on met toujours le plus souvent des filtres dans ce que nous percevons, sans filtre, sans jugement, sans attente particulière. C'est en fait prêter une attention délibérément à des choses auxquelles nous n'accordons habituellement jamais le temps d'une pensée, ne serait-ce que notre propre respiration, par exemple. Et je vais vous reparler de Jon Kabat-Zinn, cet Américain qui a introduit la méditation de pleine conscience dans les hôpitaux américains en 1979. Pour lui, la définition que l'on pourrait donner, c'est celle que nous retenons aujourd'hui, cette pleine conscience, c'est la conscience qui se manifeste, qui émerge lorsque l'on porte son attention intentionnellement et de manière non jugeante sur l'expérience du moment présent. Alors vous voyez, il faut vraiment gommer des idées reçues. La méditation, ce n'est pas faire le vide dans sa tête. Non, on ne va pas faire taire de ce bavardage, mais on en prend conscience et justement, on ne se laisse pas emporter par lui. On n'est pas du tout là dans une démarche religieuse, spirituelle. Non, ce sont des pratiques laïques, validées. Et puis également, ce n'est pas de la sophrologie, ce n'est pas de la relaxation. Non, c'est une prise de conscience de ses propres expériences intimes. Ce n'est pas forcément une expérience facile. Le but n'est pas d'atteindre un état de détente particulier. Alors je vous propose, je ne peux pas parler de méditation si vous ne faites pas l'expérience. Pendant juste 2-3 minutes que je prends sur mon temps de parole, l'idée c'est de faire cette expérience. C'est une expérience personnelle, toujours à la première personne. Et donc pour ceux d'entre vous qui le souhaitent, je vous propose juste là 2 minutes d'une pratique de méditation. Les autres, vous restez tranquilles. On peut baisser peut-être la lumière si vous voulez. Et pour ceux qui le souhaitent, je vous propose simplement de prendre une position... de décroiser les jambes, les pieds à plat, peut-être poser les mains sur les cuisses, de vous le dos collé au dossier du fauteuil, et simplement de fermer les yeux et justement de laisser descendre l'attention dans le corps en prenant peut-être conscience des point de contact du corps avec ce qui le soutient, tout simplement. Contact des pieds avec le sol, pied droit, pied gauche. Cette sensation du contact du pied à travers la chaussure. Contact du corps avec le fauteuil, au niveau du bassin, au niveau du dos. Simplement sentir au plus près ces points de contact. Et puis porter son attention sur la respiration. Simplement, même à travers le masque, observer l'air qui rentre et qui sort dans les narines
chaque fois que vous inspirez et que vous expirez, redécouvrant cette sensation qui est toujours là, toujours présente, qui nous accompagne tout au long de la vie, depuis le premier cri à la naissance. Cette sensation particulière de l'air qui rentre dans la narine à l'inspire avec toujours une sensation de fraîcheur, de l'air provenant de l'extérieur. Et au contraire, l'air qui s'échappe des poumons, plus tiède, plus humide. Juste sentir ce va-et-vient. Et puis sur une prochaine inspiration, prendre conscience de l'air qui rentre dans les poumons, sentir simplement la poitrine se gonfler et se dégonfler à l'expire. Et ce que je vous propose là pendant juste 1 minute, c'est d'essayer du mieux que l'on peut de rester attentif à cette respiration, choisissant un point d'ancrage, que ce soit l'air au niveau des narines qui rentre et qui sort, ou simplement la poitrine qui se gonfle et se dégonfle. Simplement 1 minute où nous restons attentifs à cette respiration. Simplement reconnaître là où vous êtes. Est-ce que vous êtes toujours attentif à la respiration ou est-ce que des pensées sont apparues, ont détourné votre attention, ou peut-être un élément extérieur comme le bruit de la ventilation? Simplement reconnaître peut-être que l'esprit a été distrait et revenir délibérément vers ce point d'ancrage qui est la respiration. Faisons cet effort pour ramener l'attention vers la respiration. Voilà, simplement, et possibilité de réouvrir les yeux, de se retrouver. On ne peut pas partager ici, mais très certainement, parmi vous, certains ont pu faire l'expérience de voir des pensées apparaître, ce qui est le plus habituel, détournant notre attention de ce point d'ancrage. Tout comme en m'écoutant, pour certains, vous pouvez éventuellement partir dans vos pensées. Ce n'est pas nouveau. Pascal écrivait que chacun examine ses pensées, il les retrouvera tout occupées au passé et à l'avenir. Nous ne pensons presque point au présent. On est toujours en train soit de se rappeler des choses. Pour certains, vous êtes en train de repenser à la conférence précédente. Pour d'autres, vous pensez à ce qui va se passer cet après-midi et vous vous demandez ce que vous faites en ce moment ici. Voilà, c'est le mode habituel du cerveau. C'est ce qu'on appelle ce vagabondage mental. Et une belle étude là, publiée dans Science il y a une dizaine d'années sous la forme d'une enquête qui avait été bien construite, qui montrait que dans près de la moitié des cas, on pense à autre chose quand on est en train de faire une tâche particulière. 47% des réponses rapportaient ce vagabondage de la pensée et toutes les activités étaient concernées. Donc que ce soit des activités de travail, de loisirs, de lecture. Vous avez peut-être fait l'expérience, vous commencez à lire un livre et puis vous restez bloqué sur votre page et vous êtes parti ailleurs dans des passés. Et ce travail montrait donc dans pratiquement 50% des cas, c'est notre fonctionnement habituel. Et ce qui était intéressant, c'est que finalement, les participants rapportaient se sentir moins bien quand les pensées sont là, vagabondes, alors qu'à la différence, s'ils sont pleinement présents
à ce qu'ils sont en train de faire, en train de m'écouter, par exemple ici. Alors en fait, cette méditation, vous voyez, ça va être simplement un entraînement mental. C'est un ensemble de pratiques et la méditation permet d'acquérir cette pleine conscience. Et ces pratiques ont deux grands objectifs: développer l'attention, le contrôle de l'attention. Et derrière, il y a toujours un impact sur la régulation de nos émotions. Et ce que vous avez peut-être expérimenté tout à l'heure, hein, ce cycle, vous voyez, où on est en train d'essayer de rester concentré sur telle ou telle tâche, et puis à un moment donné, l'esprit commence à vagabonder. On prend conscience de ce vagabondage, c'est très bien, et on ramène notre attention. Et c'est vraiment à l'instant même où on prend conscience du vagabondage de l'esprit que nous sommes pleinement présents. Alors, je vous le disais, hein, Jon Kabat-Zinn a eu l'intelligence là de développer et de proposer aux soignants, aux patients, c'est pas nouveau, hein, 79, un programme qu'il a construit, programme laïque, s'inspirant hein, de pratiques orientales et de pratiques occidentales. Ce programme, c'est le programme MBSR, réduction du stress par la pleine conscience. C'est le programme de méditation qui a été le plus étudié, le plus validé. À partir de lui, d'autres programmes ont été élaborés, ce sont des programmes dérivés, avec un impact effectivement sur la gestion du stress, permettant de prendre conscience de notre façon de réagir au stress. Et puis surtout, hein, on parlait de cette liberté, c'est remplacer notre réactivité automatique par une réponse adaptée. Il disait, hein, on ne peut pas arrêter les vagues, mais on peut apprendre à les surfer. Et pour faire écho là au titre hein, de cette session, effectivement, écouter nos émotions, les reconnaître, hein, nous offre cette liberté de choisir notre réponse, celle qui nous paraît la plus adaptée. Alors très rapidement, on connaît aujourd'hui hein, les mécanismes cérébraux impliqués dans ces pratiques méditatives. Je vous disais, c'est à partir des années 80 hein, où il y a eu plusieurs travaux hein, dans le monde et des moines bouddhistes, experts en méditation. Hein. Alors, c'est des personnes, on n'arrivera jamais à leur expertise. Hein. Ils ont 20 000, 30 000 heures de méditation hein, et ils ont comparé, des tas de travaux ont comparé hein, le cerveau de ces méditants à des cerveaux novices. Vous connaissez notre moine bouddhiste, hein, Mathieu Ricard, qui était d'ailleurs il n'y a pas très longtemps ici à Bordeaux avec une belle conférence chez Mola, qui s'est prêté au jeu hein, avec Davidson ici, dans l'IRM fonctionnel. Et on commence à comprendre. Alors, il y a des changements neuroanatomiques, mais ce sont des images. Hein, on le sait, hein, le cortex préfrontal peut modifier son volume, l'insula. Ce qui est plus important et plus intéressant, ce sont des modifications de l'activité de certaines zones. Et en particulier, vous avez plusieurs noyaux dans le cerveau qui correspondent à ce que l'on appelle le réseau du mode par défaut. En gros, c'est que fait le cerveau quand on ne fait rien. Hein, quand on n'a pas de tâche particulière, eh ben, on va commencer à vagabonder. Et plusieurs travaux ont montré justement chez les méditants une diminution de l'activité, hein, que ce soit ici dans le cortex préfrontal, dans le précuneus, chez les patients, les sujets méditants. Alors, on connaît le cycle, hein, ce cycle de contrôler l'attention, avec le cortex préfrontal, par exemple. Le moment où l'esprit commence à vagabonder, c'est le réseau du mode par défaut qui est activé, hein, avec différents noyaux cérébraux, précuneus, cortex préfrontal, cortex singulaire postérieur. Et puis, hop, l'étincelle, on prend conscience hein, que l'on est parti ailleurs. Ça, c'est le réseau de science qui se met en jeu. Et c'est là où, délibérément, on va être capable de réorienter notre attention, avec le cortex préfrontal notamment, hein, vers notre cible attentionnelle, un peu ce que vous avez fait tout à l'heure. Donc, des tas
d'impact aujourd'hui au niveau de ce fonctionnement cérébral. Et puis on connaît également, c'est des travaux plus récents, l'impact de ces pratiques de méditation sur le corps entier et sur la biologie du stress, bien sûr, ça a été bien montré, mais également sur le système immunitaire, sur le système cardiovasculaire. Il y a des travaux chez l'insuffisance cardiaque, dans l'hypertension. Et puis également, alors il faut rester prudent, mais au moins en tout cas sur un plan biologique, l'impact sur une enzyme, la télomérase, qui est impliquée dans la durée de vie des chromosomes. Il y aurait peut-être un impact sur le vieillissement cellulaire. Il y a d'ailleurs une étude européenne en cours chez des sujets âgés pour montrer l'impact de telles pratiques de méditation de pleine conscience sur le vieillissement, sur les fonctions cognitives des personnes âgées. Donc, naturellement, une première étape a été de proposer cette méditation comme outil thérapeutique, comme pratique complémentaire. Et je parle bien de thérapie complémentaire dans le cadre d'une médecine qui se veut la plus intégrative possible. Et à partir de ce programme MBSR, je vous le disais, des tas de programmes ont été dérivés. Certains sont validés, comme le programme MBCT, qui prévient les rechutes après dépression, qui fait aussi bien, au bout de 2 ans, qui fait aussi bien que des antidépresseurs. Et dans certains pays, l'Allemagne, l'Angleterre, ces pratiques sont remboursées par les systèmes de santé. Et des tas d'autres programmes dérivés dans un certain nombre de pathologies. Et si vous faites la bibliographie, vous verrez l'impact de ces pratiques plus ou moins marquées sur la douleur chronique, l'anxiété, toutes les maladies favorisées par le stress, je pense pathologie gastro-intestinale, dermatologique, troubles du comportement. On arrive à montrer un impact positif de telles thérapies complémentaires. Deuxième impact qui nous intéresse là plus particulièrement, qui est l'impact positif de ces pratiques pour les soignants. Et pour prendre soin des autres, on dit toujours qu'il faut commencer par prendre soin de soi, veiller à soi. Et là encore, ces pratiques, ce n'est pas les seules, peuvent avoir un impact positif, notamment sur le stress au cours du travail chez les professionnels de santé, la prévention du burn-out également. Vous savez, le burn-out, c'est 50% pratiquement des professionnels de santé sont plus ou moins concernés. On est à 5% environ d'épuisement émotionnel sévère. Et ce qui ressort dans la plupart des études, alors c'est vrai, il y a la surcharge de travail, conflit possible, mais une des premières causes du burn-out, c'est d'être confronté à la souffrance des patients. Confronté en permanence à cette souffrance, et on commence à connaître les mécanismes. Ça passe par de l'empathie, bien sûr, et on a tous des qualités empathiques en tant que soignants. Le problème, c'est qu'on peut tomber très vite dans ce que l'on appelle la détresse empathique, à force d'être confronté à cette souffrance. Ces pratiques de pleine conscience permettent d'en prendre conscience, justement, et de basculer d'une attitude d'empathie à une attitude de compassion qui va permettre non seulement de reconnaître la souffrance de l'autre, mais d'être capable d'apporter une aide sans se laisser submerger par cette souffrance. Et donc, il y a plusieurs études, il y avait une belle revue dans le Lancet en 2016 qui montrait que des pratiques comme la pleine conscience pouvaient avoir un impact positif et prévenir ce burn-out. Je vous rapporte ici, là, c'était publié dans le JAD, une étude sur le personnel de santé, les professionnels de santé, c'était essentiellement des infirmières, dans un service d'urgence, on montrait un impact positif de la pratique de pleine conscience en termes de réduction d'anxiété, dépression, burn-out. Et ce n'est pas pour rien
C'était en 2018, le ministère à la fois de la Santé et de l'Éducation nationale avait élaboré un petit guide sur les mesures pour le bien-être des étudiants en santé, tout confondu. Ont été listées des pratiques, vous voyez, de méditation, de pleine conscience que l'on peut apporter à ces étudiants. Nous, sur le CHU de Bordeaux, on a eu la chance là d'être soutenus et d'ouvrir ce type d'institut. Et dès le premier confinement, dès la première semaine en mars 2020, on a mis en place, on a proposé aux soignants là, de la possibilité là, de suivre, alors en ligne, via des plateformes, la possibilité de suivre tous les jours des pratiques. C'était 30 minutes que l'on proposait de séances de méditation et d'auto-hypnose également. Et puis depuis, ce que l'on fait, c'est carrément, on propose aux soignants du CHU des programmes MBSR. Nous sommes plusieurs instructeurs MBSR et nous proposons toutes les semaines la possibilité de suivre un programme MBSR pour les soignants. Donc, vous voyez, impact thérapeutique, impact pour les soignants. Et puis, j'en viens à pleine conscience et enseignement. Alors, il y a relativement peu de choses, je dois vous dire, sur l'enseignement universitaire et l'enseignement spécifique en CESU. Il y a eu beaucoup de choses de fait sur l'enseignement primaire et secondaire dans les écoles. Alors, nous sommes en retard en France. Patricia Jennings, ça fait 20 ans qu'elle travaille aux États-Unis dans des écoles et un de ses livres célèbres avec un impact positif pour les enseignants, qui avait été traduit en France. Et elle montrait l'impact positif avec l'augmentation du bien-être, du sentiment de compétence des enseignants, tout en diminuant le stress. Et puis, une amélioration de la transmission de cet enseignement. Aujourd'hui, en France, vous avez Jean-Philippe Lachaud, qui est directeur d'INSERM à Lyon. Vous le connaissez peut-être, il est l'auteur de plusieurs ouvrages comme Les petites bulles de l'attention, Le cerveau attentif, mène un programme de recherche dans des écoles. C'est le programme ATOL, où il étudie l'apprentissage de l'attention chez des tout jeunes enfants, et puis l'impact, bien sûr, en matière pédagogique. Il y a aussi un impact de ces pratiques pour les étudiants, pour les élèves, impact pour l'enseignant, impact pour les élèves. Et pour les élèves, là aussi, c'est toujours pareil, c'est être capable de réguler ses émotions, d'être capable de prendre conscience du moment où on est parti dans les nuages, où l'esprit est distrait, et puis être capable de revenir vers l'exposé de l'enseignant. Tout ça concourt à cette connaissance, cette observation de la métacognition, de notre fonctionnement, de notre propre moteur mental, et avec un impact sur apprendre, et apprendre quand on fait des erreurs, arriver à les reconnaître. Côté universitaire, il y a des études sur les étudiants. Ici, dans le Lancet Public Health, c'est une très belle étude randomisée, contrôlée. C'était 600 étudiants répartis en deux groupes, avec là aussi un impact de la pratique de la pleine conscience sur le bien-être des étudiants, avec ce sentiment de résilience possible face à l'accumulation du stress pendant toute l'année, et en particulier pendant la période des examens. Concernant les étudiants en santé, là aussi, il y a eu quelques travaux de qualité variable. Dans cette méta-analyse, on retrouvait l'impact sur les professionnels de santé, sur les futurs professionnels de santé, tout confondu, médicaux et non médicaux. Là encore, en termes de meilleure gestion du stress, de l'anxiété, de l'efficacité personnelle, et puis cette empathie face aux patients.
Tout ça, c'est ces futurs professionnels de santé qui seront des professionnels de santé. Et là aussi, pour terminer, il y a des travaux qui montrent l'impact de la pleine conscience pour le professionnel de santé dans la qualité des soins. Et c'est Ronald Epstein, là encore, c'était une publication dans le JAMA en 99. On commence vraiment à en parler aujourd'hui, vous vous rendez compte, 20 ans après, en France, sur l'impact positif de ces pratiques en matière de qualité relationnelle, d'écoute des patients, être capable d'affiner sa pratique et être capable également de choisir la décision, l'evidence-based décision, se fait plus facilement, là encore, en pleine conscience. Voilà, donc pour terminer, vous voyez, on peut mettre ensemble soignants, enseignants, en tant que professionnels, et puis en face des étudiants ou des patients, avec à chaque fois des effets bénéfiques de cette pratique en pleine conscience en matière de résilience, gestion du stress, prévention du burn-out, en matière de qualité relationnelle entre collègues, entre soignants et patients, entre enseignants et élèves, en matière d'empathie, de compassion, de communication assertive, et puis avec un impact, ça commence à être montré sur la qualité des soins, sécurité, efficacité, ou la qualité de l'enseignement transmis. Alors c'est bien beau tout ça, mais voilà, comment cultiver cette pleine conscience, comment devenir pleinement conscient. Il y a des programmes pour ça qui existent, comme le programme MBSR, une pratique méditative. Et ça passe d'abord par une intention, qui est un acte volontaire, le désir profond d'être pleinement présent et de prendre soin d'abord de soi, pour mieux prendre soin des autres. Et puis, ça va être de cultiver cette attention sur soi, attention sur l'autre, attention sur tout ce qui est là. Et vous verrez, ça a un impact sur notre propre attitude et on cultive tout ce qui est ouverture, curiosité, on cultive ce qu'on appelle l'esprit du débutant, avec derrière toujours une bienveillance et une composante d'altruisme qui est constante. Et puis l'action derrière, ce que cela va nous permettre de faire, ça sera de répondre de la manière la plus adéquate et la plus adaptée possible. Voilà, donc j'espère vous avoir convaincu des bienfaits potentiels de cette pleine conscience. Et pour rebondir sur le titre, il faut se former pour se libérer de son carcan émotionnel, et puis se libérer qui doit nous permettre de mieux former. Je vous remercie. Merci beaucoup François pour ta présentation. On sort un peu apaisé en fait après une présentation de cette sorte. On a le temps pour une question dans la salle si vous le souhaitez. Je ne vois pas de main se lever. Non, mais je pense que tout le monde a été convaincu par ton discours. Donc je propose que vous enchaîniez. Et donc